Je me retrouve avec, Pablo Guédon et Aurélien Deville. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Alors, Pablo. Aurélien, on te connaît déjà bien, hein, tu es à toutes les émissions, donc j'ai pas besoin de te présenter. Par contre, Pablo Guédon, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Clermont-Auvergne. Et le thème de notre émission aujourd'hui, c'est le droit fiscal des actifs numériques en France. Donc, un interlocuteur particulièrement intéressant. Merci Pablo d'être avec nous et d'être avec Aurélien avec nous aujourd'hui dans cette émission. Et Je vous en pour prie, commencer, merci pour l'invitation. eh ben, c'est un vrai plaisir. Pour commencer tranquillement, je voudrais vous demander quel est votre parcours et pourquoi finalement vous vous êtes spécialisé, dans la blockchain? Alors mon parcours, déjà bonjour à tous. Mon parcours est un parcours assez traditionnel d'un juriste lyonnais. Au démarrage, j'ai fait mes classes en droit privé d'abord, puis droit des affaires ensuite à l'université Lyon 3, donc jusqu'au master 2. Parcours classique, loin de la blockchain et des cryptoactifs initialement, où j'ai été diplômé de mon master 2 en 2017. Et suite à ce diplôme, je suis parti 6 mois dans un stage dans un cabinet d'avocats d'affaires à Malte, où j'ai découvert la blockchain et les cryptoactifs, qui était assez peu investi de la part un champ assez peu investi de la part des juristes, que ce soit à l'université comme dans la pratique à cette époque-là. Donc on voit avec le recul comme ça s'est développé assez rapidement. Et donc j'ai bifurqué de mon parcours initial qui devait m'emmener normalement dans les cabinets d'avocats et décidé de revenir en France avec un projet de thèse sur la blockchain et le droit fiscal. Donc de retour en France, je suis retourné à l'université de Lyon que j'avais quitté quelques mois plus tôt et me suis inscrit en doctorat, donc pour un doctorat, une thèse que j'ai soutenue finalement en 2022 sur blockchain et droit fiscal, essai sur la nature de la blockchain. Et depuis septembre 2023, suite à mon doctorat, j'ai eu la chance d'être recruté comme maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne. Incroyable Voilà comme pour mon parcours. parcours. C'est très intéressant donc effectivement, il y a blockchain et droit fiscal, la thèse et le livre qui sort, très prochainement. On aura l'occasion de revenir dessus. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi avoir, été séduit par ce côté technologique de la blockchain finalement? Parce qu'il y a d'autres nouvelles technologies qui émergent. Pourquoi est-ce que finalement c'est la blockchain qui a été choisie, pour bifurquer? Alors, comme je vous le disais, j'étais spécialisé, si on peut dire, parce que j'étais tout de même jeune à l'époque en droit des affaires et droit fiscal, et le socle du droit des affaires et particulièrement du droit fiscal, c'est la valeur économique. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont certainement rempli une déclaration d'impôt dans leur vie, que ce soit pour déclarer un impôt sur le patrimoine ou sur le revenu. Et à chaque fois, la fiscalité vient vous prélever une petite partie d'une valeur économique, soit que vous recevez dans un Ou revenu, une soit que grande vous partie détenez aussi des fois. dans le pardon, Une grande partie des fois. une grande partie des fois. Ça, on est sur quelque chose de plus subjectif. Je vais essayer de rester sur un discours un peu neutre et objectif. Vient vous prélever une petite partie de cette valeur économique. Et la chose qui m'a paru fascinante immédiatement, c'était que la blockchain, c'était la révolution de la valeur numérique parce que ça crée une notion qui est très importante en matière de valeur, c'est la rareté. La rareté numérique, c'est pour moi la révolution principale de la blockchain, c'est qu'on crée l'unité d'un bitcoin, l'unité de n'importe quel cryptoactif, ce qui n'était pas possible initialement sans intermédiaire. Et donc, pour moi, il y avait un mariage, et pas que pour moi, l'administration fiscale l'a également identifié immédiatement, un mariage entre la fiscalité et la blockchain. Et moi, il y a Très juste un bien, bah, petit point que je voudrais souligner qui est tout à fait intéressant dans le parcours de Pablo, c'est qu'il a fallu qu'il s'en aille à Malte pour découvrir un petit peu cette technologie et puis du coup un petit peu découle. Du coup, vous n'avez jamais parlé de ça avant, que ce soit dans votre parcours, que ce soit universitaire ou même peut-être dans des expériences que vous avez pu avoir. Il n'y a pas eu de. Il a fallu aller à Malte dessus pour découvrir ça. Enfin, c'est ça qui m'intrigue un petit peu. Peut-être un petit peu cette différence entre la France et ailleurs sur ce sujet.
Aurélien, il y a juste ton micro qui saccade un J'ai peu. pas Merde, extrêmement bien entendu, ouais. mais j'en ai déduit que il a fallu que j'aille à Malte pour On découvrir ce refait la sujet question. finalement, ce qui est un peu étrange et qu'on n'en parle pas assez en France à l'époque. Ouais, tu peux refaire la question, Aurélien. Marche. Je couperai au montage rapidement pour Et réenchaîner donc, si tu veux. Pablo, moi, il me vient quand même, là, quand on discute, une petite question, vous avez découvert, donc là, compris à Malte dans un stage, c'est ça, de fiscalité. Et donc, en fait, vous en aviez jamais entendu parler en France, ni que ça soit pendant vos études, etc., alors que vous dites pourtant que le lien, il est quand même assez logique entre cette partie droit fiscal et blockchain. Et est-ce que là-dessus, vous avez un petit élément de compréhension, peut-être pourquoi il y a cette différence entre vous allez faire une expérience à Malte et vous entendez parler assez vite, et en France, pendant plusieurs années, sur votre spécialité, vous n'en avez pas entendu parler. Alors, le point, c'est qu'on est. L'administration avait sorti sa première doctrine administrative sur la question dès 2014. Après, on était sur quelque chose d'assez confidentiel qui concernait. On est encore sur des valeurs à l'époque de cryptoactifs qui sont bien plus réduites qu'aujourd'hui. Donc, on était sur quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Nous, en qualité d'étudiants à l'époque, tout simplement en master 2, on voit quand même des choses qui sont plus générales, plus importantes, qui vont nous servir un peu pour l'ensemble de notre carrière professionnelle. Et donc, les dernières questions ne sont pas forcément les plus traitées. Je relèverai quand même que notre professeur de droit fiscal de l'époque nous avait mis un examen où il questionnait le traitement fiscal du Bitcoin, à l'époque. Donc, on était en 2016, donc on avait déjà entendu un peu parler sans vraiment creuser la question par la suite, pas en cours. C'était simplement pour voir notre capacité à réfléchir sur un sujet un peu nouveau. Et la chose que j'ai vraiment découverte à Malte, c'est le terme blockchain qui est apparu. Le terme Bitcoin était déjà un peu plus répandu, les médias avaient commencé à en parler légèrement, mais on n'avait pas encore vraiment identifié la technologie sous-jacente qui a permis ensuite la multiplication des innovations, ce qui rend la chose intéressante, et d'où moi l'intitulé de ma thèse qui s'intitule Blockchain et droit fiscal et non pas cryptoactifs et droit fiscal, avec les organisations autonomes décentralisées, les possibilités de jetons de vote, tout ce qui est finance décentralisée qu'on appelle aujourd'hui, qui est plus complexe que simplement le Bitcoin qu'on apparente à une monnaie qui nous permet simplement de faire des échanges, en réalité des transactions. Et Malte était plus en avance sur la question. Pour le coup, pour en revenir, je me suis un peu perdu dans mes explications. Parce que Malte, c'est un pays qui est très petit et ils essayent de toujours, avec très peu de ressources naturelles, et ils essayent d'accaparer, de faire venir à eux les innovations économiques dans le but tout simplement de créer une activité économique en partant c'est un caillou, Malte, magnifique caillou, mais ça reste un rocher au milieu de la mer Méditerranée. Et donc, ils ont beaucoup développé différentes activités, plus ou moins, comment dire, légales, ou tout est légal, mais plus, plus ou moins moral. Donc, il y a les yachts. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est les paris en ligne. Il y a beaucoup de jeux d'argent. À peu près, à l'époque, 17% du PIB maltais était composé de revenus de jeux d'argent. Ce qui est absolument énorme pour une industrie unique. Et il se lançait, ce qui a été par la suite un pari gagnant, il se lançait sur la blockchain à cette époque. D'accord. Ok. Hyper intéressant. Ouais. Je suis d'accord. Et justement, si on revient juste un peu sur le livre qui est sorti et qui découle, je pense, de la thèse, parce qu'il y a le même nom, ce livre, il devrait sortir normalement, si je ne dis pas de bêtises, fin mai. Et qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans ce livre? Alors, volontairement, dans cette émission de Paradigme, on ne va pas trop dans la technique et on reste un peu sur la surface, mais on met en avant vraiment tout ce qui est nouvelles technologies, nouveaux usages, et toutes les nouvelles pratiques qu'on peut avoir à travers ces nouvelles technologies. Donc, on va rester un peu en surface pour ne pas aller trop dans le détail et perdre éventuellement un peu d'audience.
mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre et qu'est-ce qu'il peut apporter et surtout, quel est le niveau de détail dans lequel on va? Est-ce que moi, par exemple, qui ne connais pas trop le droit fiscal, mais je connais un peu la blockchain, je suis un public qui peut savourer ce livre, si je puis dire. Il y a aussi quelqu'un qui, lui, est amateur de fiscalité ou qui s'y intéresse de fait par ses activités, peut y trouver aussi son compte dedans aussi. C'est le pendant inverse. Effectivement, c'est le livre, c'est simplement la thèse qui a été mise à jour parce que la thèse a été soutenue en 2022 et le livre est publié enfin fin 2022. Le livre est publié finalement un an et demi après. Donc ça a été mis à jour, mais c'est vraiment la thèse qui est publiée. Thèse qui entre-temps a été couronnée du prix thèse de l'Institut international des sciences fiscales. Donc c'est aussi pour ça que ça a décidé mon éditeur à publier l'ouvrage. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Alors, il va falloir faire preuve de curiosité, je dirais, peu importe de quel côté on se place, qu'on soit à la fois technicien, fiscaliste ou amateur de blockchain et cryptoactifs, parce que ça reste une thèse de doctorat de droit. Alors ça, c'est le point qu'il ne faut pas oublier. Et donc, il y a, je dirais, deux grands aspects dans cette thèse. Il y a une partie technique nécessairement où on retrace un peu l'histoire des règles fiscales relatives à cet écosystème particulier qui est celui de la finance décentralisée. On revient sur les questions que pose aujourd'hui le droit positif qui, pour les contribuables qui réalisent des transactions en cryptoactifs ou utilisent tout ce qui est finance décentralisée, blockchain, ne sont pas dans une situation de sécurité juridique. Beaucoup de questions se posent et on se dit que demain, ils pourraient faire l'objet d'un contrôle fiscal. Donc, on souligne à nouveau toutes ces difficultés. Et après, c'est là où à la fois les techniciens fiscalistes et les amateurs de cryptoactifs vont devoir faire preuve de curiosité et un peu d'auteur de vue. C'est qu'il y a une tentative de solution qui est offerte notamment aux législateurs pour essayer de le faire intervenir sur un point particulier, qui est la qualification des blockchains elles-mêmes plutôt que des cryptoactifs. Alors, je vais essayer de faire simple et d'expliquer l'objectif et la vision. Je vous ai expliqué au départ que la thèse s'intitulait blockchain et droit fiscal, et non pas, par exemple, cryptoactif et droit fiscal, tout simplement parce que les émanations économiques de la blockchain se diversifiaient en permanence, étaient tout le temps nouvelles. La preuve des multiples entrepreneurs qui ont toujours des idées toutes plus belles que les autres, j'ai envie de dire, où l'imagination n'a pas tellement de limites. On fait des tokens avec des droits de vote, on fait des tokens où ça permet d'avoir un revenu sous forme un peu, on est sur un modèle d'action quelque part, de jetons financiers, certains qui permettent d'acquérir des biens ou des services en face. Et donc, le législateur, la loi, ne pourra jamais suivre la vitesse de ces innovations. C'est absolument impossible. L'idée est donc de revenir au sous-jacent quelque part, à la blockchain, et de dire que c'est comme un système juridique. C'est un système normatif, on vient le qualifier, et c'est un système juridique qui permet de faire la même chose que notre système juridique traditionnel, qui permet de créer des sociétés, qui permet de créer ce genre de choses. La blockchain permet de créer de la monnaie, premier rang des innovations, et donc une blockchain permet de faire une organisation autonome décentralisée qui correspond la plupart du temps à une société, permet de créer une richesse immatérielle comme l'est une monnaie avec le Bitcoin ou l'Ether ou peu importe. Et donc se dire que c'est simplement un système juridique tiers, comme on pourrait avoir des innovations qui émanent d'un autre pays, une nouvelle forme de société. Par exemple, on prend souvent l'exemple du droit américain qui est assez différent du nôtre avec, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de partnership. Même si vous ne savez pas ce que c'est, on n'y a pas besoin de le savoir, on sait qu'on n'en a pas chez nous. Et pourtant, parfois, les partnerships doivent être imposés en France parce qu'ils font des opérations sur le sol français, etc. Et donc, si on arrive à régler ces problèmes aujourd'hui, pourquoi on n'arriverait pas à régler les problèmes avec ces systèmes juridiques tiers que sont les blockchains de la même manière?
Donc, il y a un aspect de théorie du droit pour essayer de créer un pont entre deux mondes qui étaient initialement pensés un peu en défiance pour les réunir et faire en sorte que les contribuables qui sont au milieu et qui utilisent les cryptoactifs, les blockchains ou autres, soient dans une forme de sécurité juridique, euh, que l'État y trouve son compte en pouvant imposer cette nouvelle forme de richesse pour la traiter tout simplement de manière neutre par rapport aux autres richesses plus traditionnelles et ainsi assurer une forme de liberté aux contribuables qui ont alors le choix entre une option avec blockchain et une option sans blockchain et être traités fiscalement de la même manière, que la fiscalité n'entre plus en ligne de compte pour prendre les décisions, que ce soit simplement l'optimisation économique. Voilà, j'ai essayé de faire simple et concis, mais j'avoue que les 450 pages à résumer, c'est un peu complexe. Mais vous n'avez pas fait la thèse en 180 secondes, non? C'est un peu tout le Tout à fait, non, non, mais c'est un vrai travail là, mais de synthèse. Juste là, je reviens à quelque chose que vous avez dit que je trouve assez intéressant. Alors peut-être que je l'ai mal compris, mais moi, quand vous parlez là, ce que je comprends, c'est qu'au final, vous proposez un système qui est plus proche peut-être de ce que prônent en ce moment les Américains, sur un système où on ne créerait pas de loi ou en tout cas de droit sur la technologie, mais on dit la blockchain, c'est une technologie, par exemple, de la finance, c'est plutôt ce qui est, j'ai l'impression, fait aux États-Unis en ce moment. C'est qu'elle doit être traitée comme l'économie de la finance, c'est-à-dire par des gens qui ont les mêmes prérogatives, etc., que les professionnels. C'est ça l'idée? Alors, il y a deux choses. Ce dont vous parlez, c'est plutôt en matière de droit financier. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on remet des obligations d'enregistrement aux acteurs de la finance décentralisée, de la blockchain. Ça, c'est la question que vous soulevez, de savoir est-ce que on va interdire aux gens sans être agréés ou d'avoir des diplômes de financiers, de responsabilité de financiers, est-ce qu'on va leur interdire d'agir sur tout ce qui est cryptoactif? Ça, c'est l'aspect financier que vous évoquez, j'ai l'impression. Moi, mon point, il est en matière fiscale, où le droit fiscal est très différent du droit financier. C'est qu'il a pour principal objectif d'assurer les ressources financières des personnes publiques et non pas forcément d'orienter les comportements. Il peut être utilisé pour augmenter les comportements avec tout ce qui est niche fiscale ou autre, ce genre de choses. Mais son principal objectif et son objectif premier, c'est d'assurer les ressources financières de l'État. Le droit sont des intérêts antagonistes. En face de cet État et de des ressources financières, on va avoir les individus, personnes physiques ou personnes morales, qui vont payer, qui vont avoir cette obligation fiscale de payer, et qui, eux, dans une société libérale, pourvu qu'on le reste encore longtemps dans une société libérale, le principe, c'est qu'ils vont avoir un libre arbitre. Donc, ils vont pouvoir choisir entre différentes solutions économiques. Et un système fiscal, l'OCDE recommande pour qu'il soit efficient, c'est qu'il soit neutre. C'est-à-dire que les individus ou personnes morales, disons individus uniquement pour que ce soit plus simple, les individus, quand face à eux, ils ont plusieurs options économiques pour développer leur entreprise ou ce genre de choses. L'idée, c'est qu'un bon système fiscal ne va pas les orienter dans une décision ou dans une autre si ce n'est pas la volonté du législateur, mais qui prennent uniquement en compte, ces individus prennent uniquement en compte les perspectives économiques et que la fiscalité suive un peu comme un intendant qui vienne imposer, mais que ça ne l'oriente pas leur comportement et donc que ce soit le plus rationnel économiquement, le choix le plus rationnel économiquement soit sélectionné. Aujourd'hui, cette neutralité entre secteur non crypto et secteur crypto, elle n'est pas tout à fait assurée, dans le sens où on a fait des qualifications spécifiques pour les cryptoactifs. Et donc, il n'y a aucune neutralité entre le fait de dire est-ce qu'il faut que je crée une société classique ou est-ce qu'il faut que je crée une organisation autonome décentralisée qui sera peut-être plus efficace pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Là, la fiscalité aujourd'hui crée une différence, ne donne pas forcément de solution. Donc, il n'y a pas de sécurité juridique pour les contribuables et crée une différence. Donc, il n'y a pas de neutralité fiscale et donc on ne garantit pas nécessairement leurs libertés économiques.
Et d'ailleurs, je reviens juste sur, merci pour cette réponse, mais on parle beaucoup de cryptoactifs. Alors déjà, première question, est-ce que vous voulez bien peut-être revenir un petit peu juste pour que ce que vous entendez ici par cryptoactif, parce que moi, quand je l'entends, et vous dire si c'est une erreur de ma part, j'entends la définition au sens du MiCA, c'est-à-dire que c'est assez restrictif puisque ça écarte notamment les titres financiers qui seraient faits sur token, tout ce qui est security token et autres. Mais est-ce que c'est le cas? Oui, sinon, comment vous le voyez en cal? Et deuxième partie, concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous savez ou est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, donc quelqu'un qui investirait dans des actifs numériques qui seraient issus de blockchain, alors que ce soit à la fois, comme je vais dire, peut-être des actifs réels tokenisés ou à la fois d'autres crypto-actifs, crypto-monnaies pour ceux qui nous entendent qui connaîtraient que ce mot. Comment ça se passe actuellement et c'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas dans le système actuel français là-dessus. Je ne sais pas si ma question était claire. J'ai bien compris la première, mais juste on a été coupé, j'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si Thibaut a entendu la deuxième question sur l'investissement. C'est pareil, c'était un peu haché. Je pense qu'on On va répondre à recommence. la première question. Et Aurélien, au passage, si tu peux regarder, si tu n'as pas un micro que tu peux switcher, parce que ça fait une ou deux fois, j'ai l'impression que ça assure un peu de ton côté. Que je peux switcher. Ouais, si tu peux soit basculer sur les AirPods ou je sais pas. Ça va trouver, mais bon, je pense que c'est un problème De connexion peut-être? Wi-Fi, ouais. Ok. Écoute, on est comme ça et Donc, on va repartir sur la première question. La première question qui était terminologique, pourquoi employer le terme de cryptoactif? la question, pas juste. Excuse-moi. Terminologique, mais qui est aussi entraîne des qualifications juridiques, tout à fait. Hein. Vous m'entendez pas peut-être? Non. Si, on t'entend. Non, je voulais savoir si on refaisait la question. Pardon, excuse-moi. Ah, si on refait bah vas-y, refais la question comme ça sera plus clair. Ok. Donc, moi, Pablo, j'avais à la suite là de ce que vous venez de dire, j'avais deux questions. La première, est-ce que vous voulez bien définir peut-être pour ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'un cryptoactif, et notamment parce que moi, quand je la comprends au sens, j'ai l'impression quand on a des jeux en face, on la comprend au sens du MiCA, c'est-à-dire une certaine catégorie d'actifs numériques. Donc, est-ce qu'elle exclut, vous aussi, et dans ce que vous dites depuis le début, exclut les parties, justement, security token, votre titre financier? Ça, c'était ma première question. Et deuxième question, bien derrière, c'est actuellement le système fiscal, comment il se comporte par rapport à toute la classe d'actifs que je viens de parler à l'instant, disons, dans la présentation. C'est-à-dire concrètement, quelqu'un qui investit sur différentes choses, que ce soit un actif réel tokenisé, que ce soit mobilier, qu'on a pu voir dans les précédentes émissions avec Thibaut, que ce soit un cheval, comme on a pu voir aussi, ou que ce soit justement sur des choses Bitcoin, etc. Comment ça se passe aujourd'hui et comment il peut s'en sortir et quelle est la différence vraiment avec l'ensemble de ce que vous racontez, vous, derrière, par exemple, dans votre livre ou dans votre travail de recherche? Alors, sur le pourquoi j'utilise le terme de cryptoactif, moi d'abord, c'est quand j'emploie le terme cryptoactif, donc effectivement, Mika s'est remis à l'utiliser. Donc Mika qui entrera en vigueur seulement en 2025. Initialement en droit français, et pour ce qui concerne la fiscalité, le législateur et l'administration ne parlent pas de cryptoactifs, ils parlent d'actifs numériques. Et donc là, ça va être et pour tout ce qui est loi Pacte, initialement aussi en droit financier, parle d'actifs numériques et pas de cryptoactifs. Donc moi, mon emploi du terme cryptoactif, c'est justement pour sortir de cette limitation qui avait été donnée par le législateur, où on a l'actif numérique, qualification juridique, cryptoactif, richesse existante, diverse, et tous les cryptoactifs n'entrent pas dans la qualification d'actifs numériques, qui est juridique, créée par le législateur, que ce soit en matière financière ou fiscale. L'intérêt d'avoir deux termes différents, notamment dans la thèse, quand je l'évoque, dans la thèse, tout est très clair quand c'est actif numérique ou cryptoactif, c'est que ça permet de montrer les limites de la législation actuelle. On va présenter qu'il y a un cas factuel, économique, réel, qui implique des cryptoactifs qui n'entrent pas forcément dans la qualification d'actifs numériques et dont on va
interroger le traitement fiscal. Après, sur la question de MiCA et du droit national, MiCA a l'intérêt ou la difficulté par rapport au droit national de réutiliser la notion de cryptoactifs et d'actifs numériques, où on voit apparaître à nouveau ce terme. Alors que l'actif numérique en droit français était limité à 2 sous-qualifications, qui étaient la représentation numérique de valeur, qui correspond, en fait, compte tenu de la définition, c'est pour identifier ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Parce que la représentation numérique de valeur, c'est défini avec des critères négatifs et positifs. Les critères négatifs sont très politiques. C'est vraiment pour nier le caractère monétaire des crypto-monnaies. Ce sont les représentations numériques de valeur qui ne sont pas émises ou garanties par une autorité publique, qui ne sont pas une monnaie, etc. Et les critères positifs qui peuvent être utilisés comme moyen d'échange. Donc ça, c'est la première chose. Et la sous-catégorie, c'est le jeton, pour le coup, qui, lui, est défini de manière un peu particulière, où c'est un bien qui représente des droits. Et c'est là où on va retomber sur votre question des tokens qui représentent soit des biens réels tokenisés, soit des choses qui ne sont pas hors de la blockchain. Moi, c'est ce que j'appelle souvent, et enfin, je suis pas le seul, ce sont tout ce qui est on-chain ou off-chain. Certains jetons ou tokens se suffisent à eux-mêmes. En réalité, si on prend ce que vous avez appelé security token, qui vont par exemple être une security token parce que membre d'une organisation, enfin faisant partie intégrante d'une organisation autonome décentralisée, on est sur des security tokens qui… Moi, j'entendais les security tokens vraiment au sens de la SEC pour le coup, hein. C'est-à-dire vraiment comme un titre financier, plus que faisant partie d'une… En fait, c'est ça la question. Le titre financier, il peut être double en fait. Soit vous avez quelque chose qui va représenter un titre financier qui est enregistré quelque part d'autre, ou que vous utilisez la blockchain comme un simple instrument pour faciliter les transferts ou ce genre de choses. Soit vous avez un titre financier qui n'est représenté nulle part ailleurs. Parce que vous pouvez avoir un token qui vous permet d'avoir droit de vote et droit à des revenus, où du coup on tombe totalement dans la qualification de titre financier, mais qui n'existe que sur la blockchain Ethereum, par exemple. Et vous pouvez avoir également le titre financier où vous avez inscrit sur la blockchain quelque chose qui existait auparavant. Où là, vous avez tout ce qui était ordonnance blockchain de Michel Sapin et ce genre de choses, où vous avez le droit d'utiliser la blockchain comme un instrument de compte, en fait, pour enregistrer des transactions et des titres. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas quelque part de titre nouveau qui apparaîtrait. On a simplement une représentation du titre pour faciliter le transfert. Typiquement, quand on parle de votre activité de tokenisation équine, si on peut dire ça comme ça, vous ne créez pas de nouveaux chevaux. Il y a un cheval et vous tokenisez un droit de propriété sur un cheval, et donc vous avez un jeton qui vient représenter un droit de propriété. Et donc vous avez un bien qui représente un droit sur un autre bien. Et c'est là toute la différence entre le on-chain et le off-chain. C'est quelque chose où là, votre jeton, et si on représentait un autre titre financier, dans ce cas-là, on serait effectivement sur un titre financier, parce que vous avez un bien qui représente un titre financier, donc c'est un titre financier par définition, si on peut dire par vecteur, si on parlait mathématiquement, et vous l'avez aussi une création ex nihilo d'un titre financier. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu c'est clair et c'est intéressant, mais du coup, en matière de tout ce qu'on vient de dire en termes de droit fiscal, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quoi, je veux dire. C'est la grande Quelles conséquences, quoi. Ça, c'est la grande question. Donc, si on parle pour les particuliers,
J'imagine que ce sera nos auditeurs seront principalement des Non, particuliers. non. On a Pas surtout sur nécessairement. Paradigme. Alors sur Parce qu'en Paradigme, fait, on a aussi des chefs d'entreprise. Hein, voilà. alors, un peu tout le monde. Bon, si on commence par les particuliers, la première chose, c'est qu'il y a eu la création de l'article 150 VH bis dans le Code général des impôts. Vous voyez toujours le Code général des impôts et sa poésie naturelle, On le connaît par 150 cœur. VH bis, qui lui a créé la qualification de l'actif numérique avec un régime en matière de plus-value. Régime qui est sur un modèle de plan d'épargne, plus ou moins, c'est quelque chose, une méthode un peu en panier pour calculer la plus-value. Qui est intéressant, c'est que ce régime spécifique de l'article 150 VH bis s'applique aux actifs numériques, qui sont, comme je l'ai dit, les représentations numériques de valeur et les jetons desquels sont exclus ceux qui sont représentatifs de droits financiers, donc vos jetons financiers dont vous parlez tout à l'heure. Le point où moi, je suggère qu'on crée une méthode d'assimilation où on traite les choses comme ce à quoi elles ressemblent le plus, c'est pour éviter la question suivante, c'est on a l'article 150 VH bis qui nous dit comment sont traités les actifs numériques. Ils excluent pourtant les jetons financiers. Si on a un jeton financier qui est représentatif d'un titre financier traditionnel qui fonctionne sur un marché financier traditionnel. Jusque-là, pas vraiment de souci en matière fiscale, il suivra le régime du titre financier traditionnel. Donc, il est simplement l'instrument qu'il représente. Il n'y a pas création d'un nouveau titre. La question devient un peu plus technique lorsqu'on est face à un titre financier créé ex nihilo sur une blockchain qui ne représente rien d'autre que lui-même, et on est sur quelque chose qui ne dépend pas de notre système. Est-ce qu'on peut juste avoir un exemple de ça pour les gens qui ne sont pas forcément moi, dans ma tête, pour pas donner de conseils, j'ai pris un exemple de quelque chose qui avait disparu, c'était The DAO. The DAO, donc c'était la grande création sur Ethereum d'une des premières DAO qui avait brassé énormément d'argent, où il y a eu un hack par la suite, donc le projet a été arrêté. Mais si on part dans la fictivité du projet qui continue, on est sur une espèce de véhicule d'investissement qui n'existe nulle part ailleurs que sur la blockchain Ethereum. Ce véhicule d'investissement, vous pouviez acheter des jetons représentant des sortes de parts dans The DAO, jetons qui vous permettaient de voter pour savoir ce que vous financiez, et jetons qui vous permettaient d'obtenir un revenu une fois que ce que vous avez financé, vous avez apporté des revenus. Donc, c'était principalement les moments des ICO, ce genre de choses. On est exactement sur la reproduction totalement numérique de quelque chose que l'on connaît, qui est un fonds d'investissement ou une société d'investissement ou ce genre de véhicule traditionnel. La question, c'est, on est exactement sur la même chose, mais c'est pas exactement la même chose comme on fonctionne uniquement sur une blockchain. On est inscrit sur aucun registre du commerce et des sociétés d'aucun pays du monde. Est-ce que le traitement fiscal est le même que pour notre fonds d'investissement, notre société d'investissement, notre SICAV traditionnel? Les textes, aujourd'hui, ne donnent pas la réponse à cette question. Et donc, notre détenteur de jetons de The DAO qui a investi, il a cru dans le projet, il n'est pas forcément sûr de savoir la manière dont il est imposé. Et donc, qu'est-ce que c'est la meilleure solution pour être conforme? La solution pour moi, c'est que le législateur prenne une position générique et générale où toutes les réponses ne sont pas dans la loi et où le régime se construit par petites touches, notamment grâce aux rescrits fiscaux entre contribuables et administration, et en cas de litige par le juge qui va rendre des décisions. L'intervention du législateur, selon moi, ce serait de préconiser le fait que les acteurs, que ce soit administration et contribuables, pour déterminer le régime fiscal applicable, opèrent par voie d'assimilation. Alors là, on rentre un peu dans une forme de technique juridique. Le premier exercice du juriste... Mais qui est très intéressant, ceci dit. Le premier exercice du juriste, c'est une opération de qualification. Vous voyez quelque chose en face de vous, dans la réalité, plus ou moins,
il faut que vous lui donniez un nom juridique, un nom NOM, pour que lui soit appliqué un régime. Quand vous recevez votre revenu du travail, par exemple, si vous êtes dans une situation de salarié, le nom juridique de ce mouvement de richesse, c'est un salaire. Un salaire, il a un régime particulier. On lui applique une décote de 10%, ou alors on prend les frais réels et on applique là-dessus le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une opération de qualification. L'opération d'assimilation, elle est un peu plus subtile. C'est que le nom est de la chose qu'on a à nommer, elle n'a pas de nom dans notre système juridique. Ce serait l'exemple de notre titre financier dans The DAO. Elle n'a pas de nom exactement. Il n'y a aucune catégorie qui a été faite expressément pour la recevoir. Mais, on a des choses qui ressemblent dans l'utilité, notamment de l'utilité pour ceux qui les utilisent. Et donc, on parlait tout à l'heure des titres financiers, que ce soit une action ou ce genre de choses. On pourrait très bien qualifier la chose d'action, puisqu'on a des droits de vote et des droits à dividendes ou l'équivalent. Et donc, dire, on n'est pas sur une action traditionnelle, une société par action, mais ça y ressemble énormément. Et c'est en tout cas la qualification qu'on connaît qui ressemble le plus à ce qu'on a devant nous. Et donc, on assimile notre jeton dans The DAO à une action dans une société par action. Et on lui applique donc le régime fiscal afférent à l'action dans la société par action. Et cette assimilation, généralement, elle se fait comment? Elle se fait plutôt par jurisprudence ou plutôt par vote législatif? Alors, cette assimilation, c'est pas une technique que j'ai créée. C'est plutôt quelque chose qui a été développé par le Conseil d'État, et notamment, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis que la qualification de système juridique tiers des blockchains est intéressante, c'est que c'est une méthode qui est apparue en matière de fiscalité internationale quand vous avez certaines entités, type, je vous disais tout à l'heure, partnership américain, qui ne connaît pas d'équivalent en qualification chez nous et qui pourtant doit se voir appliquer un régime fiscal. Dans ce cas-là, le Conseil d'État a dit vous avez un partnership, pour savoir le traitement fiscal applicable à cette entité, vous prenez l'intégralité de nos qualifications juridiques françaises et vous regardez laquelle est la plus proche du partnership. Donc vous regardez typiquement, vu qu'on est sur des personnes morales qui ne le sont pas vraiment, c'est un peu compliqué. Vous regardez si les associés ont un risque limité par rapport à leurs apports ou pas, s'ils ont un droit au dividende, quels sont les droits de vote, et par rapport à ça, vous trouvez le véhicule juridique national qui correspond. Et donc, ça s'est fait par la jurisprudence, et c'est quelque chose qui se retrouve un peu en filigrane dans plusieurs lois, pas nécessairement fiscales ou autres, qui créent une espèce de poche d'interprétation dans les catégories juridiques, les noms juridiques, pour permettre de s'adapter à une réalité mouvante. Comment on pourrait initier ça sur la blockchain, puisque c'est pas encore le cas, c'est ça? Alors, sur la blockchain, moi, c'est que dans ma thèse, je propose un nouvel article du Code général des impôts où on a une catégorie juridique et un régime. La seule catégorie juridique, je l'ai intitulée les systèmes normatifs numériques. C'est tout qui tend à appréhender. On n'emploie pas le terme blockchain pour être ce qu'on appelle neutre technologiquement. Si demain il y a une nouvelle innovation qui n'est pas la même et qui permet exactement la même chose, la catégorie vient à nouveau le réceptionner. Et donc ce système normatif numérique qui, sans entrer dans le détail, permet d'appréhender les blockchains. Une fois que vous êtes face à cette réalité qui est une blockchain publique, parce que c'est uniquement les blockchains publiques qui vont permettre de créer ce genre de choses, principalement de valeurs, de nouveaux véhicules d'investissement, etc. Vous allez rentrer dans la catégorie de ce système normatif numérique. Quand vous êtes dans la catégorie du système normatif numérique, le régime est que pour tout ce qui est valeur, entité, bien émanant de ce système normatif numérique, donc cryptoactifs, jetons financiers, cryptoactifs au sens très large, tout ce qui est objet de valeur, donc actif, qui est basé sur la cryptographie, c'est ça à la base le nom l'étymologie du cryptoactif. Tout ce qui est valeur et donc impôt, qui dit valeur dit impôt, et donc imposable, vous venez le ranger dans la catégorie du droit français
auquel il ressemble le plus. Donc typiquement, moi, ma thèse, c'est pour quelque chose comme un Ether ou un Bitcoin. Normalement, ce qui ressemble le plus, c'est une devise. C'est une devise. On est sur quelque chose qui ne sert à rien d'autre qu'à être échangé, qu'à payer. Donc, c'est l'équivalent d'une monnaie. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas la monnaie de notre système juridique national. Ce qui ressemble le plus, c'est la devise. Je prends l'exemple de The DAO également, toujours dans l'idée de pas faire de conseil, donc c'est quelque chose qui a disparu. Et ben, on est sur une société d'investissement. Donc, qui dit société d'investissement dit transparence fiscale, dit pas d'impôt au niveau de l'institution elle-même, de la personne morale elle-même. Les impôts, ce sera seulement au niveau des détenteurs, donc au niveau des détenteurs de jetons financiers. Et vous arrivez à répondre à peu près à tout dans ce cas-là, parce que vos catégories juridiques de votre système juridique qui est multicentenaire a envisagé énormément de choses que peuvent faire les êtres humains. Et la plupart du temps, ce que permet de faire la blockchain, c'est à peu près la même chose qu'avant, mais sans intermédiaire. C'est très intéressant cette réflexion en se rendant compte que finalement on raccroche toute cette notion de cryptoactif au cadre fiscal qui existe en faisant des assimilations. C'est intéressant, mais ça met quand même la responsabilité plutôt du côté du particulier ou de l'entreprise. Est-ce que c'est pas un peu complexe pour les gens de eux-mêmes chercher, quitte à avoir plein d'erreurs dans tous les sens, parce que ça demande des recherches de la part des particuliers, des entreprises, pour trouver ce qui s'en approche le plus. Et par extension, là, dans ma réflexion, c'est maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui détiennent des cryptoactifs qui n'ont pas forcément des notions aussi avancées sur sur les fonds d'investissement, sur les actions même. Est-ce que ça ne va pas aussi poser des problèmes là-dessus? Sur ce qui était en général, oui. Voilà. Moi, j'ai plusieurs réponses à ça, qui est nécessairement une question qui m'a taraudé pendant toute la rédaction de la thèse. La première chose, c'est que je suis pas sûr qu'ils soient mieux traités aujourd'hui face à cette complexité. C'est une première réponse. Et la deuxième réponse, c'est, j'ai envie de dire, un peu philosophique. C'est que liberté va généralement avec complexité. Quand on se lance dans un investissement en cryptoactif ou projet entrepreneurial en cryptoactif, on fait usage d'une forme de liberté, et qui dit liberté dit responsabilité et complexité. On ne peut pas faire simple face à un écosystème qui est complexe. Ou alors le droit pourrait également, et c'est l'autre solution, pourrait également gommer toute singularité des différentes possibilités des cryptoactifs, ce qu'il a fait notamment par exemple avec l'article 150 VH bis, c'est que je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a de spécifique à chaque chose, et je mets un traitement à la hache, quoi. Je vous dis, vous vous approchez des cryptoactifs, ça va être tant d'impôts, telle assiette, peu importe. C'est l'autre possibilité. C'est les deux points, j'évoque les deux dans la thèse. Moi, je dis, si on veut concilier différents intérêts que sont recettes fiscales pour l'État, neutralité fiscale pour garantir la liberté des contribuables de dire je vais partir là ou là, et donc une forme de liberté, de dire que l'impôt s'adapte aux différentes situations et donc à l'égalité entre les contribuables, et sécurité juridique des contribuables en leur offrant des solutions tout en tenant compte de ces singularités. Le mieux, c'est de construire un régime fiscal par petites touches avec une logique cohérente qui est celle de l'assimilation et de la ressemblance, qui, en fait, il y aura un précurseur, qui n'aura pas la réponse face à la nouveauté. Mais normalement, si l'administration prend position dans sa doctrine fiscale, parce qu'il n'est pas plus compliqué d'aller voir la doctrine de l'administration que le Code général des impôts. Je peux vous assurer que je vous conseille même de vous rendre sur le BOFIP que dans le Code général des impôts. Ou qu'il y ait une décision de justice. Dans ce cas-là, on arrive à la même sécurité pour vos investisseurs ou vos jeunes qui se lancent dans le milieu des cryptoactifs. Et moi, je me mets à la place, et je pense que Thibaut va comprendre, de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils vont dire, ils arrivent à passer une émission sur la fiscalité sans avoir
utilisé le mot flat tax, qu'on entend souvent sur ce sujet. Peut-être, Pablo, là-dessus, est-ce que vous pouvez recadrer un petit peu justement cette flat tax, est-ce que c'est tu et le placer justement dans tout ce qu'on vient de dire? Je pense que ça serait hyper intéressant parce que ça peut créer des frustrations dans ceux qui nous écoutent. Alors, tout à fait. Alors, la flat tax, c'est déjà là, il y a un point un peu particulier. La flat tax, ça a été institué à partir de 2017, donc arrivé au pouvoir du président Macron et de son gouvernement, où on est sur l'imposition du capital va être simplifiée et on va avoir des prélèvements obligatoires de 30% sur tout ce qui est plus-value, dividendes et ce genre de choses. Alors, dans ces 30%, il y a deux choses. C'est pour ça que j'ai précisé prélèvement obligatoire et non pas impôt. C'est que vous avez l'impôt sur le revenu pour une part de 12,8% et des prélèvements sociaux donc, qui vont venir financer la sécurité sociale pour une part de 17,2% qui sont la CSG et la CRDS. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou flat tax qui vient frapper les revenus du capital. Vous pouvez sortir de ce prélèvement forfaitaire unique ou flat tax en optant pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu. En gros, vous pouvez le faire, enfin, vous avez intérêt de le faire si votre taux d'imposition est inférieur à 12,8% à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, vous réduisez vos impôts. Ce qu'il y a, c'est que l'option pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu, il est général et va s'appliquer à tous les revenus. Donc, que ce soit plus-value, dividende, intérêt, ce genre de choses. Et c'est là où je tenais à préciser, c'est qu'en matière de cryptoactifs, le taux est bien 30%, composé de 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. En revanche, on n'est pas sur le PFU. On est sur un autre taux qui est un autre article du Code général des impôts, qui est bien de 30%, mais qui a pour conséquence que si vous avez plus de revenus du capital qui ne sont pas des relatifs aux actifs numériques et peu de revenus du capital relatifs aux actifs numériques, vous pouvez ventiler votre option. Vous pouvez faire une option au barème progressif de l'impôt sur le revenu uniquement pour vos revenus de capital traditionnel, on va dire, ou alors vous pouvez faire votre option à l'impôt sur le revenu uniquement pour vos revenus de source d'actifs numériques. Et ça, l'option, je ne saurais plus vous donner la date, mais l'option elle n'était pas ouverte initialement pour les actifs numériques, pour les revenus d'actifs numériques. Il me semble que ça s'est fait en 2020 ou 2021. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, donc soit d'être imposé à hauteur de 30% sur vos plus-values d'actifs numériques, soit d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour cette imposition. Est-ce que c'était l'explication que vous vouliez avoir sur cette flat tax? Je pense que c'est ouais. Je pense que ça va aider parce que c'est vrai que les gens l'entendent souvent quand on parle de cryptoactifs et que c'est important de l'aborder quand même sur ce thème, quoi. Et est-ce qu'il y a, alors là, c'est basé sur l'expérience que j'ai vue récemment aussi sur les dernières nouveautés en termes de fiscalité crypto-actif. Est-ce qu'il y a aussi une prise en compte de la valeur du portefeuille au moment des cessions? Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est une subtilité qui est importante, en plus de la subtilité que les moins-values ne sont pas... on peut pas... comment dire? Alors, c'est qu'on est sur une méthode d'évaluation pour la plus-value qui est ce qu'on appelle une méthode en panier ou qui s'applique, je crois, également sur les plans d'épargne en action ou sur des choses. C'est que je n'arriverai pas à vous l'expliquer à l'oral là comme ça parce qu'on est sur un produit en croix un peu complexe. Mais en gros, il y a la valeur de votre portefeuille qui rentre en compte dans. Vous avez plusieurs méthodes pour évaluer les plus-values en règle générale. Il y a aussi ce qu'on appelle la règle FIFO ou PEPS, premier entrée, premier sortie, où on aurait pu opter sur le premier Bitcoin que vous vendez et le premier que vous avez acheté en règle générale, et donc une soustraction plus simple. Mais étant donné qu'on est sur des biens qui se veulent fongibles, donc interchangeables, c'était pas adapté. Donc le législateur a opté pour une méthode en panier où vous prenez en compte la valeur de votre portefeuille, ce qui permet d'évaluer un peu la totalité.
Et il faut bien entendre portefeuille comme un espèce de portefeuille juridique et non pas un portefeuille numérique. Si vous avez deux clés Ledger avec des cryptos sur les deux et que Ça vous englobe les cédez deux. et que vous cédez des cryptos qui sont sur la première, le portefeuille ne veut pas dire uniquement la première clé Ledger, c'est l'ensemble des actifs numériques que vous possédez qui doivent être pris en compte. Oui, ça peut faire quelques petits calculs et nœuds au cerveau, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des organismes spécialisés là-dedans, heureusement. On arrive à la fin de cette interview parce qu'on a même dépassé, mais c'était super intéressant, Pablo. Avant de Très terminer, intéressant. ouais, très intéressant. Est-ce qu'on pourrait juste avoir une vision un peu sur l'international? Est-ce que la France est donc plutôt en avance sur ce droit fiscal d'actifs numériques? Premièrement, parce qu'on dit que ça va rejoindre au fur et à mesure, ça va essayer de rattraper son retard, mais on n'y est pas vraiment encore en France. Et est-ce que par rapport à l'international, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est un peu trop rigide ou étouffant? Enfin, je ne sais pas, sur le cadre. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour sur votre expérience et votre réseau peut-être à l'international? Alors moi je dirais qu'initialement on était pour une fois, la France n'était pas en retard, même si je sais que ça fait pas nécessairement plaisir quand je dis ça, quand on a eu les interventions dès 2018 du législateur, notamment d'évolution du Code général des impôts, la loi Pacte en matière financière, on était loin d'être en retard. Après, il y a eu un espèce d'hiver de la législation crypto, mais face aussi à la complexification du secteur. Et aujourd'hui, je dirais que les outre-Atlantiques sont peut-être plus en pointe sur la question parce que les Américains ont une vision un peu pragmatique de la chose. Euh, et en fait, en réalité, c'est qu'on est aussi en toujours cette difficulté où on a un ordre juridique interne et un ordre juridique européen. Et je pense que les Européens attendent un peu pour intervenir, pour plutôt le faire au niveau européen, les pays européens, pour plutôt le faire au niveau européen, qui est étant donné qu'on est sur quelque chose de mondial, le niveau européen est beaucoup plus sensé pour encadrer que le niveau national. Donc là, on a par exemple le règlement MiCA qui va intervenir, ou qu'on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question. On peut pas dire qu'on soit en retard en fait. Les acteurs peuvent estimer qu'il y a trop de réglementation, mais j'ai envie de dire, c'est pas propre à la crypto. Vous allez entendre des chefs d'entreprise et des entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité dire que les Européens réglementent plus qu'ailleurs et c'est plus propre à notre culture. Donc je pense pas qu'il faille nécessairement distinguer la crypto des autres secteurs d'activité sur ces points. Je trouve que les, euh, les législateurs nationaux et européens n'ont pas été totalement frileux à l'idée d'encadrer et à l'idée que ce secteur se développe. Il y a peut-être un lobby bancaire qui a plus freiné, ça c'est une autre question, mais j'avais pas l'impression que les législateurs nationaux et européens aient plus freiné. Après, nécessairement, on va être moins en avance que des pays comme le Salvador ou ce genre de choses où ça devient monnaie légale. D'ailleurs, sur la question de la devise, ça pose de grosses questions fiscales, le fait que le Salvador ait rendu et qualifié Bitcoin de sa monnaie légale, parce que je vous disais que tout à l'heure, ce qui ressemblait le plus, c'était une devise. Le Bitcoin, pour moi, en matière de qualification juridique, doit être qualifié de devise. Hein. Un État souverain qu'on reconnaît le considère comme sa monnaie, pourquoi n'est-ce pas une devise? Ouais, mais c'est Voilà. très contesté au niveau du FMI, etc. Donc je pense aussi qu'il y a des débats avant C'est d'arriver à là la qu'on partie voit fiscale. le lien et parfois la frontière un peu poreuse entre juridique et politique, j'ai envie de vous dire. Ouais. Non, mais c'est vrai que Ouais, c'est je des pense qu'on sujets pourrait en parler. passionnants. Ouais, des heures, C'est hein, je ça. pense. Il y a plein de micro-sujets qu'on pourrait creuser et faire des dizaines d'émissions en paradigme, je pense, dessus. En tout cas, Thibaut, moi, je peux que te proposer qu'on reçoive une prochaine fois, Ben, pas encore une fois, hein, sur Pardon. Pablo, vous êtes le bienvenu pour échanger sur d'autres sujets. L'invitation est Merci en lancée. plus, c'est un plaisir. J'espère ne pas avoir trop parlé et avoir essayé d'être clair sur des sujets un peu complexes quand on a le nez dedans, mais En tout cas, être voilà. patient sur la fiscalité, c'est déjà un bon point.
Thibaut, tu veux Absolument. peut-être Et non, mais il y a le système de vote aussi, et il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Donc, j'ai hâte de vous revoir, Pablo, si c'est possible, dans l'émission Paradigme. Merci encore, Aurélien, pour l'œil un Volontiers. peu. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Merci. Et à très bientôt. Merci à À vous très tous. bientôt. À Au très revoir. bientôt. Merci Pablo. Au revoir.